Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Une Bretagne à 5 départements, le sujet enflamme sans cesse les débats, mais qu'en pensent réellement les citoyens? C'est ce que cherche à savoir l'association DIBAB en organisant des votes dans plusieurs communes de Bretagne et de Loire-Atlantique, comme c'est le cas ce dimanche à Comana, ou encore au cloître Saint-Égonnec. Arnaud Mahé et Catherine Milin, bonjour. 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 Alors vous faites tous les deux partie de cette association DIBAB, Décider la Bretagne, une association qui existe depuis moins d'1 an. Catherine, pourquoi avez-vous décidé de créer cette association? Alors, on s'est créé au moment de la réforme territoriale. On a plus ou moins tous participé aux manifestations, aux différentes mobilisations et devant le fait que ces mobilisations n'aboutissent pas dans l'immédiat au rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, on a choisi de consulter les citoyens qui n'avaient pas été jusqu'à présent, la consultation n'avait pas encore eu lieu. Donc on s'est créé en septembre 2014 en lançant un grand forum à Rennes qui avait réuni 150 personnes. Et en suivant la première votation qui a eu lieu en novembre à Saint-Viaud en Loire-Atlantique. C'est une structure qui soutient vraiment les votations, qui permet de faire ces votations-là. On en discute ensemble tout à l'heure. Merci Catherine. Et puis comme chaque jeudi, Benjamin Bréon est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Pauline. Spécialiste du web, donc vous êtes allé voir ce qu'on disait des votations citoyennes sur Internet. Ouais, je me suis auto-consulté et comme 100% du participant était d'accord avec moi-même, j'en ai fait une chronique. C'est très démocratique, c'est bien Benjamin. Merci, ce sera tout à l'heure dans l'Instant Web. Tout de suite, oui, et n'oublions pas qu'aussi on est jeudi, donc il y aura la brève de chambre de Sébastien Chambre, ce sera tout à l'heure, mais tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce jeudi 4 juin. Et François Hollande a annoncé qu'il allait déposer un projet de loi constitutionnelle pour ratifier la charte des langues régionales. Une information qui suscite beaucoup de réactions, et notamment dans le Finistère, où nous avons rencontré le député socialiste Jean-Luc Bonneven, ainsi que la conseillère départementale Les Républicains, Marguerite Lamour. C'est typiquement un texte qui regroupe les forces politiques, quelle que soit l'appartenance politique, effectivement. Il y a eu en 2014 un vote de principe, et donc il y avait eu un gros travail fait par Jean-Jacques Urvoas pour faire émerger ce vote de principe, et donc on avait montré à l'exécutif qu'effectivement il y avait une large majorité à l'Assemblée pour voter ce texte. Donc voilà, je crois qu'on est aujourd'hui dans ce contexte très favorable, et je crois que aussi François Hollande a entendu que ce serait une erreur de ne pas la ratifier actuellement. On ne peut pas comme ça changer la Constitution, on voit bien que c'est quelque chose de très lourd en termes d'organisation de la République, et donc évidemment, moi je comprends parfaitement que ça prenne du temps. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a une impatience sur le terrain. La droite bretonne, jusqu'à présent, a été très claire sur ses souhaits de voir les langues régionales être à la place qu'elles doivent être. Maintenant, il faut voir le texte avant de se positionner, bien entendu. Mais je dis, les principaux leaders de la droite bretonne sont certainement attentifs à ce texte et ne pourront que l'enrichir. Alors Arnaud, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les membres de l'association DIBAB? Une bonne nouvelle, oui et non, parce que la bonne nouvelle, c'est que ça revient sur le devant de l'actualité. La mauvaise nouvelle, c'est que tant que ça ne sera pas fait, pour nous, on n'y croira pas. Voilà. Vous attendez du concret. Il faut que ça soit concret. Voilà. Merci Arnaud. 3e session pour la Marine Academy. C'est une école de la mer où pendant 2 mois, une quinzaine de stagiaires plongent dans l'univers maritime. Alors l'idée, c'est de permettre à de jeunes adultes de trouver une voie professionnelle qui leur convient en faisant des stages et des visites d'entreprise. Camille Pochet les a rencontrés lors d'un atelier sécurité en mer à Concarneau. Ils ramaient à l'école et ils trouvent leur voie grâce à la Marine Academy. Pendant 2 mois, les 16 stagiaires du programme découvrent les métiers de la mer, du nautisme à la pêche en passant par la sellerie. On fait multiples visites au travers le Finistère. Par exemple, pour moi, ce qui m'intéresse, comme au Guilvinec, visiter les chalutiers, visiter la criée, tout ce qui tourne autour de la pêche. On fait des ateliers, donc on se rend compte réellement de ce que représente ce travail. Et à côté de ça, on a vraiment une activité sportive physique avec une découverte de tous les ateliers nautiques. Ça fait quand même une super remise en forme. Toutes les semaines, on a des journées remplies. Ça nous donne envie d'aller travailler. La Marine Academy est financée par la région et le Conseil général. Coût de l'opération, 3 000 € par stagiaire. Pour la 3e édition, ils ont été sélectionnés. Et la formation n'est désormais plus réservée aux moins de 26 ans.
Pôle emploi propose maintenant l'expérience à des candidats en reconversion professionnelle. Ce qui est de particulier surtout, ça a été la sélection, parce qu'on a eu 40 demandes et il n'y avait que 16 places. Mais c'est la motivation qui est le critère numéro 1. Et puis il peut y avoir d'autres critères qui rentrent en jeu, la mobilité, parce que c'est une formation qui est itinérante, il faut que chacun puisse être disponible vraiment sur des heures assez larges, parce qu'on est là aussi pour remotiver des gens qui, pour certains, ont été au chômage à un moment. A priori, la Marine Academy, ça fonctionne, puisqu'après leur découverte, 3/4 des participants continueraient dans cette voie. Nous sommes d'ailleurs retournés voir Yann, qui faisait partie de la première promotion en 2013. Après Marine Academy, j'ai eu mon objectif d'être moniteur de voile. Donc ça m'a forcé, ça m'a donné envie de passer mon permis de conduire, j'ai passé mon permis bateau. Donc j'avais envie de faire quelque chose, quoi. Alors qu'avant Marine Academy, je me laissais aller et j'avais pas envie de faire quelque chose. Les stagiaires de cette promotion 2015 largueront bientôt les amarres pour voguer vers d'autres formations dans le domaine maritime qu'ils auront choisi. Et puisque l'on parle de mer, après 3 jours et 9 heures de course, les premiers skippers de la solitaire du Figaro sont arrivés en Espagne ce jeudi matin. Thierry Chabani est vainqueur de cette première étape entre Bordeaux et Sanxenxo, qui s'est avérée plus longue que prévu. Réaction à l'arrivée. Il était très tôt ce jeudi matin lorsque Thierry Chabani est arrivé très tranquillement à Sanxenxo en Espagne. Parti 3 jours plus tôt de Bordeaux, le skipper finistérien remporte ainsi la première étape de la solitaire du Figaro. Et à chaque fois j'étais dans le bon paquet, j'étais vraiment devant, j'arrivais même à gagner des places. À la fin j'étais bord à bord avec Yann, j'ai fait mon petit décalage où là j'ai mis tout le monde d'accord, j'aurais collé 3000. Donc ça s'enchaînait super bien, c'est vraiment quand ça se passe comme ça, c'est le bonheur, quoi. Si Thierry Chabani s'était imposé en tête de flotte depuis la sortie de la Gironde, il aura dû jouer finement avec une météo capricieuse dans le golfe de Gascogne. 15 minutes derrière lui, le costarmoricain Yann Eliès boucle à son tour ce parcours de 554 000. Le double vainqueur de la solitaire semble lui aussi un peu ramolli par le manque de vent avant la ligne d'arrivée. On a déjà fait des trucs un peu bizarres, mais là, pas de vent, plus rien du tout là pendant les 2 dernières heures au moins, je crois, un truc comme ça. J'avais jamais fait, en plus il n'y avait pas un souffle d'air, très peu de vagues pour nous aider à nous déplacer, donc bon, c'était pas évident, mais voilà, c'est une nouveauté. J'ai appris des trucs. Et c'est Alexis Loison qui prend la 3e marche de ce podium. Du haut de ses 30 ans, le skipper démarre bien sa 10e solitaire et a déjà l'œil sur le classement général. Ouais, je fais une super étape parce que tout du long, j'étais dans les bons coups. Et ouais, content. Et puis là, je pense qu'il va y avoir un peu d'écart en temps. Donc je pense que c'est une étape qui va coûter cher et qui va aider pour le général. Donc ouais, parfait. On note aussi à la 6e place Gilles Damorvan qui donne tout pour sa 20e solitaire. Et le skipper de la baie de Morlaix, Jérémy Bayou, à la 7e place, juste derrière le géant des Abers. Ce dimanche, les 39 concurrents reprendront le large pour la 2e étape qui les mènera jusqu'à Concarneau. Une belle navigation de 522 000 qui s'annonce encore passionnante. En attendant, les sportifs vont se reposer un peu sous le soleil espagnol. Liberté, égalité, fraternité, les enfants comprennent-ils ces notions? C'est la question que se sont posées les enseignants du collège Sainte-Thérèse à Rennes. Et ils n'ont pas été déçus de la réponse des élèves. Willy Moncoiffé pour TVR 35. Dans ce collège d'enseignement catholique, près de 60% des élèves sont de confession musulmane. Suite aux attentats de Charlie Hebdo en janvier dernier, les professeurs ont décidé de faire réfléchir les 190 jeunes de l'établissement à la devise nationale. Alors, pour faire comprendre que la religion peut avoir des valeurs communes avec la République, un imam et un prêtre participaient à ces échanges. Notre rôle, tous, en tant que responsables, de défendre cette liberté et de défendre cette identité française qui ne se contredit pas avec cette identité confessionnelle. Quelles que soient nos origines, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit notre religion, que nous doit s'aimer et justement qu'on doit vivre en tant que frères. L'objectif de cette journée, c'est aussi de laisser les jeunes s'exprimer sur les notions de liberté, égalité et fraternité. Et malgré leur jeune âge, beaucoup de ces collégiens sont capables de comprendre ce que signifie la devise nationale dans la vie courante. On est libre de faire ce qu'on veut par rapport à la loi. Tant qu'on est dans la loi, c'est bon, mais sinon on peut faire ce qu'on veut. Ouais. Pour l'égalité dans la société, des fois dans les emplois, il y a des femmes qui sont moins bien payées que les hommes.
on a tous besoin chacun de quelqu'un d'autre pour distinguer nos pensées, pour se forger une opinion personnelle. Pour donner une vraie dimension à ces rencontres, un événement sera organisé prochainement, mais cette fois-ci avec les parents d'élèves. 17 000 habitants de Bretagne et Loire-Atlantique sont invités à voter ce week-end pour savoir s'ils veulent une Bretagne à 5 départements ou pas. Cette campagne de votation est organisée par l'association DIBAB et vise à démocratiser le débat sur la réunification de la Bretagne. Arnaud Mahé et Catherine Milin, vous faites tous les deux partie de cette association et ce n'est pas la première fois que vous organisez ces votations. En novembre dernier, 3 communes de Loire-Atlantique et de Bretagne ont été soumises à ces votes. 645 personnes ont participé, ont voté. Ça vous paraît correct comme participation sur ces 3 communes-là ? Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est des consultations qui sont symboliques. On invite les gens à venir se positionner un dimanche sur une question qui ne passe pas tous les jours à la télé et sur lesquelles ils sont parfaitement conscients que ça n'aura pas de répercussions politiques dès le lendemain matin. Et on arrive quand même à des taux de participation qui sont entre 15 et 20%. Donc c'est pas négligeable, surtout que quand on voit la participation en Bas-Rhin, notamment sur le référendum sur la fusion des collectivités, on était à 23% sur un référendum officiel. Donc il y a vraiment un intérêt en Bretagne sur ces questions-là. Et s'il y avait un référendum officiel, on peut imaginer que la participation serait beaucoup plus élevée. 2 questions sont posées pendant ces votations. Lesquelles sont-elles ? Alors la première question, c'est êtes-vous favorable au rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne administrative ? Et la seconde, êtes-vous favorable à la fusion des 5 conseils départementaux et du conseil régional de Bretagne pour créer une assemblée de Bretagne ? Et alors, qu'a montré ces votes, quels sont les résultats de ces premières votations ? Globalement, on est sur un taux de personnes favorables aux 2 projets d'environ 75%. Donc vous êtes plutôt satisfait en tous les cas de cette première campagne de votation, Oui, surtout qu'en fait, il n'y a pas que des gens qui sont favorables qui viennent s'exprimer. Il y a quand même des gens, on voit qu'il y a environ 25% des gens qui viennent quand même pour exprimer leur désaccord. Donc on n'est pas non plus sur uniquement des gens qui viennent, qui sont tous convaincus, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée aussi un débat. Qu'allez-vous faire de ces résultats ? L'objectif, clairement, c'est déjà de faire en sorte que les gens s'intéressent à la question, qu'on puisse débattre avec eux, de créer aussi de la discussion citoyenne et de faire en sorte qu'il y ait de la démocratie locale qui soit sollicitée. Et puis que les pouvoirs publics organisent un vrai référendum à terme, de manière... Montrer l'exemple aux politiques, en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui explique que, en fait, vous, les votations, celles déjà organisées, celles qui vont être là, sont dans des petites communes? C'est des raisons de coût ou vous n'avez pas obtenu l'accord de communes plus importantes ou c'est trop compliqué à organiser? Qu'est-ce qui fait que ce sont essentiellement des villages? Il n'y a pas de zone urbaine à proprement parler? Alors on est quand même sur 2 communes qui sont dans les communautés d'agglomération de Lorient et de Rennes, donc à proximité, mais effectivement c'est des communes d'assez petite taille, tout simplement parce qu'on fait avec les gens qu'on connaît ou les communes qui sont favorables. Et puis évidemment, comme vous dites, c'est une question de coût. Ça a un coût d'organiser, enfin la démocratie a un coût. Et pour l'instant, on a des moyens qui sont assez faibles. Et d'ailleurs, on organise une collecte de participation, financement participatif sur Internet. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, on est sur des communes de petite taille. Donc vous les choisissez, parce que c'était une de mes questions justement, merci Benjamin. Comment vous choisissez ces communes-là? C'est par rapport à votre réseau d'IBAB? En partie, oui, par rapport au réseau. Et après, selon aussi la réponse de certaines mairies qui vont dire oui, ok pour le mois de juin, ou alors non, ça ne va pas être trop possible pour ce mois-ci et on fera ça un petit peu plus tard, mais qui sont d'accord sur l'idée. Donc voilà, donc c'est les deux. Non, pas directement en fait. Ça peut être une question de décalage de calendrier par rapport à leur propre roulement en fait. Mais aucune commune n'a dit ah non, pas de ces votations chez moi. C'est déjà arrivé, il faut le dire clairement, c'est vrai que c'est déjà arrivé. Après, nous, on a la loi qui est avec nous, c'est-à-dire qu'on a le droit de louer des salles, on a le droit de... C'est un droit citoyen, voilà. Cette votation. On a une association loi 1901, comme chaque citoyen, on a le droit, ou organisation, on a le droit d'avoir accès aux listes électorales. Donc on a la loi de notre côté. Donc même quand il y a une municipalité qui ne veut pas, c'est compliqué parce que ça peut faire traîner, mais au final, on arrive toujours à faire la votation. Est-ce que vous avez l'ambition de faire voter toutes les communes de Loire-Atlantique et de Bretagne pour être vraiment, pour le coup, représentatif de... On va essayer de faire voter le maximum de communes des 5 départements. On va essayer de continuer à faire au rythme où on a commencé, c'est-à-dire on a vraiment commencé tout petit avec une petite commune en Loire-Atlantique, 2 votations au mois de février, 8 au mois de juin. Donc on va essayer d'aller crescendo, soit en nombre de communes, soit en nombre d'habitants.
Donc peut-être sur une grosse commune d'ici le mois d'octobre. Voilà. Votre idée, c'est de constituer une assemblée de Bretagne. Expliquez-nous ce que c'est exactement. Alors le principe est assez simple, c'est de fusionner les départements, enfin les conseils départementaux avec le conseil régional dans une seule collectivité. Voilà. C'est ce qui est en train de se passer en Corse et c'est ce qu'on aimerait pour la Bretagne. C'est un projet qui nous semble intéressant en termes de lisibilité pour les citoyens, c'est-à-dire que on est aujourd'hui dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui confondent les compétences entre départements et régions par exemple. Nous on considère qu'une seule entité territoriale c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus efficace pour agir, pour orienter les politiques publiques et faire en sorte que la Bretagne agisse ensemble. Qu'est-ce que concrètement ça changerait quoi pour les Bretons et pour les Ligériens, donc les habitants de Loire-Atlantique, qui seraient peut-être des Bretons du coup par la même occasion? Concrêtement, c'est la mutualisation des compétences, la mutualisation des forces, des budgets, plus d'efficacité et puis éventuellement un espace qui peut après accueillir une décentralisation plus importante. Brest, par exemple, une métropole qui est à la pointe Bretagne, ne serait pas un petit peu déséquilibrée par rapport à ces deux grosses métropoles à l'entrée de la Bretagne? Aujourd'hui, on est dans le cas où, on est dans le cadre où il y a un déséquilibre, puisque Rennes et Nantes sont en concurrence, étant deux capitales régionales, alors que le fait de créer une assemblée de Bretagne qui chapeaute le tout permettrait au contraire de rééquilibrer les territoires et de favoriser au contraire le Finistère et la pointe bretonne par rapport aux deux métropoles qui ont tendance à grossir et sans forcément que ça draine derrière sur le reste de la Bretagne. Et alors, elle serait où cette assemblée de Bretagne? À Rennes, à Nantes? Est-ce que les Rennais et les Nantais se sont mis d'accord? Pour l'instant, personne ne s'est mis encore d'accord, c'est pas encore fait. Mais nous, notre vision, c'est qu'un territoire ne doit pas forcément avoir un point central où tout est décidé, comme en France par exemple, mais où il peut y avoir différents endroits où s'exerce la démocratie. Et pourquoi pas faire une assemblée qui tourne dans les territoires, notamment entre Brest, Rennes et Nantes. Une procuration pour ces votations est possible pour les 16-18 ans. Pourquoi faire voter les mineurs? On a pris l'exemple de l'Écosse, en fait, tout bêtement, parce que quand ils ont fait leur référendum, ils ont autorisé les mineurs à voter parce que c'est une question qui concerne leur avenir et que c'est un débat qui revient assez souvent, le fait qu'on passe la majorité à 16 ans. On estime que sur des questions aussi importantes qui jouent l'avenir des jeunes, c'est important de leur donner les moyens de s'exprimer. Très bien, on continue à parler des votations dans l'Instant Web. Alors Benjamin, est-ce que le web s'enflamme autour des votations citoyennes? Non, on ne peut pas dire qu'il s'enflamme, mais enfin il en parle. Il en parle pas mal déjà parce que nos invités ils sont très actifs, notamment sur les réseaux sociaux. Donc vous avez un compte Twitter à 700 abonnés, une page Facebook à 1300 fans. D'ailleurs, je le dis en passant, sur la page Facebook, vous mettez des captures d'écran et des photos des articles de la presse régionale. Vous ne mettez pas de lien vers les journaux eux-mêmes, ni le Télégramme, ni nos confrères de ce petit journal de la future ex-capitale bretonne, enfin bref, d'une des deux capitales potentielles, pensez-y. Mais bon, tout ça c'est un détail. Le site, le vaisseau amiral, c'est dibab.org. Donc moi j'ai trouvé le site plutôt bien fait. On y trouve tout le fond de l'affaire, les arguments pro-réunification, le principe et la liste des votations passées, prévues, un laïus sur l'Assemblée de Bretagne, etc. Il y a une rubrique amusante, c'est qu'on y trouve donc les arguments des opposants et bien sûr les arguments pour s'opposer aux arguments des opposants. J'espère que vous me suivez toujours. Et là, on voit bien qui est l'opposant en chef. Sur 5 exemples, il est pris pour cible 3 fois. Donc le vainqueur, c'est Jacques Oxiette, président socialiste des Pays de la Loire. Comme il est aussi la tête de Turc préférée des anti-Notre-Dame-des-Landes, on se dit qu'il va finir par pas manquer d'opposants, ce monsieur. Mais si vous permettez cette remarque, il manque quand même un argument majeur qui vous est souvent opposé. Moi, je le constate dans les discussions en ligne, c'est le « on s'en fout ». Alors c'est vrai qu'il est difficile de convaincre des gens de s'intéresser à une question qui ne les intéresse pas, mais quand même c'est vrai que dans votre laïus, dans vos fiches finalement à opposer aux opposants, ce serait intéressant d'avoir quelque chose. Comment convaincre les gens que c'est important. Tout ça n'étant pas gratuit, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez ouvert un appel au financement participatif sur KissKissBankBank. Ce matin, vous en étiez à 68 donateurs pour un peu plus de 2300 €. Ça fait 34 € par personne, c'est pas mal. 2 donateurs au-dessus de 200 €, des gens quand même très motivés. Et là, pas mal en guise de contrepartie pour ceux qui donnent 15 € et plus. Vous proposez 2 autocollants pour plaque d'immatriculation 44
BZH. Alors c'est sympa, c'est un petit défaut, c'est que c'est illégal. Hein. Les plaques 44 doivent porter le symbole des Pays de la Loire et pas celui de la Bretagne. Je me demandais s'il y avait une somme de dons à partir de laquelle vous remboursiez la prune que pouvaient prendre les automobilistes s'ils tombaient sur un policier un petit peu zélé. Non, je me moque, mais pour le coup, c'est quand même vraiment illégal. En tout cas, j'ai trouvé le ton global de la communication plutôt positif, très loin des crispations qu'on rencontre parfois sur le sujet. C'est peut-être parce que aussi vos votations, vous avez toutes les chances de les gagner, et qu'au niveau national, j'en connais plusieurs qui aimeraient bien avoir les mêmes certitudes. Merci Benjamin. Alors Arnaud, Catherine, quel est votre argument pour séduire ceux qui ne s'intéressent pas, qui sont indifférents à ce débat sur la Bretagne aux 5 départements? Notre argument principal, c'est de leur dire qu'ils ont le droit de décider. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que nous, quand on fait une votation, on ne s'installe pas juste avec notre bureau de vote, etc. Il y a une grosse campagne de terrain qui est faite avant, de plusieurs semaines, où on passe dans chaque maison pour discuter avec les gens. Et c'est à ce moment-là qu'on leur dit, on ne vous a pas laissé le droit de décider, nous on vous le propose, on n'a rien à y gagner, n'hésitez pas à venir vous exprimer. Et c'est quelque chose qui convainc les gens, et après on leur dit, venez au réunion public et on va en discuter, quoi. Et c'est très intéressant parce que là on discute finalement d'un peu de tout, toutes sortes de sujets, surtout liés à la démocratie et au fait du manque de capacité aujourd'hui des gens à avoir prise sur les décisions, quoi. Mais c'est un boulot à plein temps, là, si vous faites la tournée. Oui, ça doit vous prendre un temps fou. Donc dans chaque commune où il y a la votation. Tous les gens susceptibles de voter. Pour parler en plus de la démocratie, quand même un sujet assez vaste. Ça vous prend. Vous êtes nombreux à vous mobiliser comme ça? Déjà, on n'est pas que tous les deux. Non, mais oui, il n'y a pas que Arnaud et Catherine. Non, mais en fait, on a des comités locaux qui sont créés. Donc chaque comité local va faire la campagne dans l'endroit où la votation a lieu. Là, on est sur les 5 départements en même temps. Donc, il y a un comité à Châteaubriand, un autre sur la région de Rennes, un autre à Riantec, un autre... Voilà. Donc, on se partage le travail. Et puis, surtout, on a des gens qui viennent nous aider, ponctuellement aussi, qui donnent une soirée de leur semaine ou un peu plus pour pouvoir aller faire du porte-à-porte. D'accord. Ça mobilise. En tous les cas, il y en a un qui s'est intéressé au débat, c'est Sébastien dans sa brève de chambre. Regardez. Salut! En ce moment, la DIBAB, l'association Décider la Bretagne Babacool, est en train d'organiser une votation pour savoir si la Loire-Atlantique doit oui ou non rejoindre la Bretagne. Ils ont pour l'instant récolté plus de 17 000 votes, 17 000 personnes qui se sont exprimées, et nous, toute l'équipe de Bref de Chambre, avons décidé de leur donner un coup de main. Nous sommes allés plus loin, nous sommes allés en France, nous sommes allés en Poitou-Charentes, nous sommes allés dans le Rhône-Alpes, nous sommes allés en Aveyron, nous sommes allés dans les Hautes-Pyrénées, nous sommes allés dans les Bouches-du-Rhône, et nous sommes même allés dans les Ardennes, et nous avons recueilli pas moins de 27 843 votants. Ensuite, nous nous sommes dit que nous pouvions demander aux Européens, et c'est en Lituanie, en Allemagne, en Pologne, en Turquie, en Bulgarie, en Espagne et au Portugal que nous avons réussi à recueillir 124 741 votants. Alors nous nous sommes dit que nous pouvions aller encore plus loin et nous sommes allés aux États-Unis, ici à New York, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les Américains qui se plantent sur les cartes. Mais nous sommes également allés à Buenos Aires, nous sommes allés en Australie, nous sommes allés en Russie, nous sommes allés au Groenland et nous sommes allés en Alaska. Nous sommes aussi allés en Afrique. Mais bien sûr, en Afrique, nous avons pris soin de mettre un coefficient 0,5 puisque la vie des Africains compte toujours un petit peu moins que celui des autres. Et là, nous sommes arrivés à 1 724 821 votants. Et ensuite, on s'est dit que ça, c'était pour notre planète, qu'on pouvait aller encore un petit peu plus loin. Et nous sommes allés donc un peu sur Saturne et sur Uranus, où nous avons encore recueilli 3 votes, mais que nous n'allons pas prendre en compte parce que nous n'avons pas réellement compris ce qu'ils voulaient exprimer. En tout cas, en calculant rapidement, ça fait 5, 10, je retiens 1, 9, 6, 7, 1 million, tac, tac, de tête à 900, 600, tac, tac. Ce qui fait donc 1 967 105 personnes qui s'en foutent. Et oui, ils ont été très clairs là-dessus. On a essayé de leur demander vraiment ce qu'ils en pensaient, ce qui était le plus important. Et on est vraiment désolé, mais ils s'en foutent. Cela dit, ça ne vous empêche pas d'être formidable. Voilà,
Voilà, donc vous avez du boulot pour aller convaincre en porte-à-porte, voilà, dans toute la galaxie. Sébastien Chambe a préparé le terrain. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu nous parler de ces votations qui ont lieu à partir de ce week-end. Il y en a aussi le week-end suivant. De toute façon, toutes les infos sont sur votre site internet dibab.org. Voilà, nous, Benjamin, on vous retrouve jeudi de la semaine prochaine. Et puis nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.